Autant j'ai adoré Mon voisin Totoro, autant le film qui m'a le plus envoyé du rêve et celui dans lequel j'aurais tellement voulu me trouver arrive en 1989 et il s'agit de Kiki la petite sorcière. J'ai un souvenir assez ému de ce film parce que quand j'étais en primaire, j'étais dans une école vraiment top et à chaque fois qu'un Miyazaki sortait au cinéma, on allait le voir. Et celui-là, c'est l'un des premiers que je suis allée voir donc avec ma classe et vraiment on avait tous été ébahis par ce truc complètement inconnu en France, un dessin animé qui ne prend pas les enfants pour un idiot. C'était incroyable. On avait tous été conquis et vraiment Kiki la petite sorcière, c'est le top du Miyazaki. Pour revenir à notre espèce de pourcentage de films Miyazaki-esque, Kiki n'est pas un film à 300% Miyazaki parce que, eh bien, il y a seulement 2 des 3 points dont je vous ai parlé. Dans Kiki, l'écologie, on s'en bat la rate, on n'en a rien à faire. Par contre, l'héroïne principale est une fille, elle peut voler, vu que c'est une sorcière, elle se déplace à balai, mais encore plus que ça, le héros secondaire a dans ses tripes le désir profond de voler. Comment ne pas voir une allégorie de Miyazaki enfant? Je peux me tromper, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. En voyant ce personnage-là, je me suis dit, c'est Miyazaki enfant. Parce que voilà, il est absolument obnubilé par Kiki, il est amoureux de Kiki, parce qu'elle, elle peut voler, parce qu'elle, elle est tout ce qu'il a toujours voulu faire. Et bon, à la fin, il réussit plus ou moins à construire une machine pour s'envoler à son tour. Donc c'est vachement poétique. Ça vraiment, c'est l'un des films que j'ai trouvé les plus poétiques chez Miyazaki. Vraiment beau, vraiment très très beau. En fait, c'est l'histoire de Kiki qui, pour devenir sorcière, a besoin de quitter sa famille, de s'installer seule dans une grande ville et d'offrir ses services de sorcière. Sauf que voilà, elle est dans un monde un peu plus actuel que ceux dans lesquels ses parents ont fait leur début, et donc du coup on n'a plus besoin de sorcières. On a des technologies assez avancées, la sorcière ne sert plus à rien, et on en a même peur. Alors Kiki réfléchit à la seule chose dont elle sait faire, dont elle peut offrir ses services, à savoir voler. Et de là, elle va ouvrir son petit magasin de services de livraison, Kiki la petite sorcière, donc en anglais c'est Kiki's Delivery Service, c'est pour ça en fait, c'est le service de livraison de la petite Kiki. Donc voilà, ça c'est un très bon film. Par exemple, si vous n'avez jamais vu un Miyazaki, vous pouvez tout à fait commencer par celui-là, ou par Totoro d'ailleurs. Ce sont vraiment des films vraiment abordables par tout le monde. En 92 sort le très célèbre Porco Rosso. Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé à propos de Kiki, ce sont les décors. Kiki se passe en Europe. Porco Rosso se passe en Italie. Pour faire ces 2 films, Miyazaki est en fait parti dans un voyage en Europe. Et donc j'ai vu ça dans une interview où il expliquait qu'il est parti, qu'il n'a pris ni crayon ni papier, ni appareil photo. Il est parti, il s'est baladé en Europe, il est revenu. Il a dessiné l'équivalent de 5 pays européens de tête. Ce que vous voyez dans Kiki, ce n'est pas fait à partir de photos, ce n'est pas fait à partir de dessins, de croquis qu'il aurait fait sur place. Ça sort de son imaginaire. Et je crois que c'est là où on prend toute l'ampleur du génie du gars. Il a besoin de le voir une fois. Il a besoin de rester une demi-journée dans une ville, et puis de la redessine, à sa façon bien entendu. Et voilà. Je crois que c'est là où vraiment on voit l'ampleur du génie, quoi. Et Porco Rosso c'est pareil, ça résulte de son voyage en Europe. Ça se passe sur les bords du fleuve Adriatique, si je ne dis pas de bêtises. Et Porco Rosso, c'est encore une des œuvres les plus connues en France de Miyazaki. C'est un très 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 bon film d'animation. Il y a d'autres propos. Là, il y a un autre propos qui arrive, un propos que Miyazaki aura dans encore un de ses films au moins. Là, tout de suite, je pense du coup au Château ambulant. Miyazaki est contre la guerre. Et on nous le fait bien sentir. Parce que on est dans un film où tous les personnages sont des êtres humains, sauf notre personnage principal. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu son âme humaine en faisant la guerre. Il est devenu, excusez-moi l'expression, il est devenu un porc. Il est devenu sale. Parce qu'il a fait la guerre. C'est pour ça que notre personnage principal était avant un homme, il s'appelait Marco. Et c'est pour ça qu'il était amoureux d'une dame avant. Et il est devenu un cochon parce qu'il a perdu son humanité, il est devenu l'égal d'un animal. Donc là encore c'est très japonais comme principe, enfin je veux dire, je pense pas qu'en Europe il y ait beaucoup de gens qui réfléchissent de cette façon.
peux pas parler à la place de tout le monde. Je ne pense pas que beaucoup de gens réfléchissent de cette façon. C'est tout. Je ne peux pas le proclamer comme une vérité. Mais voilà. Donc Porco Rosso, c'est l'histoire de Porco Rosso. Bravo. Un cochon pilote d'avion. Et plus que ça, vous allez me dire, ah oui, mais t'as dit que Miyazaki c'était des petites filles et tout et tout. Ah ouais, il va prendre la petite fille d'un de ses... Alors je ne sais plus comment il le connaît. Je crois que c'est le gars qui lui monte son avion. Voilà, il va partir avec sa fille. Sa fille qui doit avoir 12 ans à tout casser. Et qui donc elle aussi a des compétences en mécanique. C'est à ça qu'elle va servir. Donc ils partent tous les deux et l'aventure commence vraiment à partir du moment où ils sont tous les deux. Donc là encore la petite fille est présente. Cette fois elle est encadrée par un homme plus vieux. Parce que ouais, Marco doit avoir, je sais pas, 30-35 ans, quelque chose comme ça. Et il va se passer une espèce de complicité absolument magnifique. Là aussi c'est un très beau film. C'est un propos ouais, d'amitié, si on veut. Donc voilà, il va y avoir des méchants, parce que Miyazaki c'est aussi souvent des propos manichéens. Et c'est ce qui nous fait dire en Europe que Miyazaki fait des films pour enfants. Parce que bien souvent il y a les gentils et il y a les méchants. Et les méchants sont complètement cons. Et les gentils ont tout compris à la vie. C'est un propos extrêmement manichéen, mais que voulez-vous, c'est ce qui fait sa patte aussi. Et moi, à aucun moment ça me dérange quand je regarde Miyazaki qu'il y ait des gentils, qu'il y ait des méchants. Ah, c'est la vie. Il y a des gens plus gentils et des gens plus méchants. Ok, tout le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, forcément. Mais... Et alors, c'est un film. Ça se veut pas du tout réaliste. Il y a des cochons. Enfin, vous voyez, Totoro, il y a des esprits de la forêt. Kiki, il y a des sorcières. En quoi le propos manichéen peut gêner un film qui de toute façon ne s'inscrit pas dans le réalisme? Voilà, nous en France on a un problème avec le réalisme, on aime trop les gens comme Zola ou Balzac. Ça y est, je commence à déraper complètement, je vous parle plus du tout de culture japonaise, maintenant vous allez connaître mes opinions littéraires. Mais voilà, on a un problème avec ça, on veut du réalisme et des trucs qui nous parlent de vérité et pour qu'on aime. Genre, non, laissez-vous rêver. Le rêve c'est pas que pour les enfants. Donc voilà, laissez-vous rêver. En vrai, Miyazaki, c'est ce qui m'a appris à continuer de rêver. Parce que en étant adulte, jeune adulte pour mon cas, on nous dit que c'est le moment d'arrêter de rêver. Mais non, non, on a tout le temps le droit de rêver. La preuve. Les plus grands de ce monde ne sont-ils pas des rêveurs? Comment imaginer les plus grandes inventions si on n'a pas un peu d'imagination et de rêve en soi? Eh oui. Le premier gars qui s'est dit si je mettais ma viande au-dessus du feu, c'était pas un génie peut-être? Et même, quand bien même il l'aurait fait tomber sans faire exprès, l'idée de la goûter, c'était pas de l'imagination, c'était pas du rêve? Bon, c'est mon opinion, mais bon, on s'en fout, c'est pas tellement le propos. Porco Rosso, à regarder, vraiment, 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 vraiment. Je vais vous parler très rapidement de Pompoko qui est donc sorti en 1994. Parce que s'il a déjà été présenté plus ou moins dans mon épisode sur le Kojiki, j'aimerais y revenir 30 secondes parce qu'on m'a fait part de quelque chose qui me chagrine un petit peu. On m'a dit que la façon dont je présentais le film d'animation le démontait plus qu'autre chose et ne donnait pas envie aux gens de le voir. J'aimerais rectifier le tir parce que Pompoko, c'est un super bon film. C'est pas Miyazaki, c'est Takahata, donc c'est le deuxième fondateur du studio Ghibli. Il a un propos tout autre que celui de Miyazaki. Il n'est pas dans le rêve, dans l'imaginaire, il est bien plus dans autre chose que je ne saurais pas vraiment décrire. Takahata, je ne suis pas spécialiste de son monde et de sa filmographie, donc je ne me permettrai pas trop de parler de ce qu'il fait. En tout cas, je peux vous parler de Pompoko, que j'ai vu là aussi très tardivement. C'est une de mes amies qui m'a dit vraiment, faut que tu regardes Pompoko, c'est délicieux quoi. Et je pense que ouais, on résume bien en disant c'est délicieux. C'est un bon moment Pompoko. Par contre, ce n'est pas du Miyazaki, mais le propos est uniquement écologiste. Là-dedans, c'est arrêter de détruire la ville, de la forêt pour construire la ville de Tokyo parce que vous faites chier les kitsune et les tanuki. Donc les tanuki ce sont ces petits personnages très charmants, donc les ratons laveurs, et les kitsune ce sont les renards. Et donc la nature va essayer de se défendre avec ce qu'elle peut. Donc c'est énormément basé sur la croyance japonaise culturelle ancestrale, comme quoi les kitsune sont des transformistes, les tanuki peuvent faire plein de choses avec leurs testicules, mais ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le Kojiki, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Pompoko, soit vous pouvez vous rendre sur mon blog encore une fois, soit vous pouvez aller voir l'épisode sur le Kojiki. Nous voilà en 1997 avec le sublime Mononoke Hime, la princesse Mononoke. Compliqué comme œuvre de Miyazaki, vraiment très compliqué. On a le point écologique,
On a le point jeune fille, héroïne, quoique ça se discute dans celui-là. Et on a le point ce n'est pas bien de faire la guerre. On n'a pas le vol. Je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Donc je vous l'ai dit que c'était à peu près dans tous ces films. Et je viens de trouver Mononoke. Et honnêtement, je ne me souviens pas qu'il y ait qui que ce soit qui vole ou qui désire voler dans Princesse Mononoke. Donc, comment dire, c'est un film très spécial. Moi, quand j'étais petite, il m'a traumatisée. Parce que je suis allée le voir au cinéma, encore une fois avec mon école. Et la scène avec les lépreux, je dois dire que je m'y attendais pas. Et ça m'a fait très peur. Donc voilà, juste si vous le montrez à des enfants, faites juste attention à cette scène. Les scènes de guerre sont parfois aussi assez violentes. L'héroïne s'appelle Sen, je crois, ou San. Non, Sen c'est dans Chihiro, donc elle ça doit être San. Je ne sais plus. Ashitaka c'est notre héros. San, donc c'est San. San a été élevée par des loups. Et à plusieurs reprises, elle mange du sang ou des choses comme ça. Enfin voilà, moi j'étais assez petite quand je l'ai vue, je devais avoir 8 ans. Ça m'a un petit peu traumatisée, mais bon, j'ai aimé le film dès le premier visionnage, donc pas plus que ça. Après, je rêvais d'élever des petits loups et tout pour pouvoir grimper dessus comme elle le fait. Voilà, c'est là où je dis que Miyazaki vend du rêve. Il fait rêver les gens. Princesse Mononoke, c'est très beau, mais c'est peut-être l'un des films les plus durs qu'il ait fait. Parce que ça critique vraiment. Après, c'est l'un des plus durs en étant l'un des moins manichéens. Je veux dire, Dame Eboshi, de mémoire elle s'appelle comme ça, Dame Eboshi, donc Eboshi-san, elle fait ça juste pour sauver l'humanité. Elle fait ça juste pour son peuple. Elle ratisse la forêt pour pouvoir leur offrir la capacité de se chauffer ou de fabriquer du charbon. Vraiment, pas de fabriquer, mais d'exploiter le charbon. Et donc, encore une fois, c'est est-ce qu'il faut préférer l'écologie à l'humanité? Et là, Miyazaki nous dit oui, l'écologie c'est plus important que l'humanité. C'est pas grave si on arrête de se développer, le plus important c'est qu'on arrête de polluer. Voilà, c'est pas forcément un point de vue qu'on partage tous. Après, le film n'est pas que ça. Comme d'habitude, il y a une autre histoire, il y a l'histoire d'Ashitaka donc qui décide d'aller... Enfin, qui se retrouve à prendre part dans tout ça alors qu'il a rien à voir au début parce que un des sangliers, une des divinités, sangliers, qui s'est fait attaquer par Dame Eboshi par une de ses flèches magiques empoisonnées et en fait en train de se putréfier. Donc là aussi, passage très glamour du film. Notre Ashitaka, chef de village, se fait mordre et son bras se putréfie à son tour et c'est absolument dégueulasse parce qu'on dirait des espèces de grosses limaces noires. Je dis c'est dégueulasse, maintenant je peux le regarder sans trouver ça dégueulasse, mais voilà, étant petit-fils ça m'avait aussi un peu... Pourquoi le monsieur il a le bras tout comme ça? C'était un petit peu dégueulasse, mais bon. Et voilà, on lui dit il faut aller chercher l'esprit de la forêt, lui seul pourra te soigner. Et il se retrouve à trouver San, se retrouve au milieu de son combat sans vraiment le vouloir. Et je pense que c'est l'une des plus belles histoires d'amour de la filmographie de Miyazaki. Vraiment pour le coup. Je sais pas si Ashitaka est vraiment amoureux de San, moi je pense que si. Après c'est peut-être mon côté un peu rêveur, mais pour moi c'est l'une des plus belles histoires d'amour. Alors c'est pas le propos du film, soyons bien d'accord. Je parle d'histoire d'amour sous-jacente, annexe, pas du tout le propos basique du film et le plus gros du film. Mais quand même, je trouve ça très beau. Donc voilà, Princesse Mononoke, eh bien vous pouvez aussi commencer par ce film là s'il vous fait envie. Il est bien. Les dessins n'ont pas pris une ride et pourtant ils sont dans un style très différent de ceux qu'on a pu voir avant. J'ai une interview de Miyazaki absolument remarquable. C'est une interview qui fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, où en fait le reporter de la BBC, donc c'était un reporter anglais, est allé voir Miyazaki et lui a demandé de montrer un peu comment il travaillait sur les planches. Et donc à cette époque là il travaillait sur les planches de Mononoke Hime. Et le reporter l'a filmé en non-stop, refaire la scène où Ashitaka tombe de son espèce de gnou, d'élan, je sais pas ce que c'est que cet animal, honnêtement, si vous le savez, faites-le moi savoir, mais je pense que c'est un animal tiré tout droit de l'imaginaire de Miyazaki. En fait, il tombe, il chute et il fait une roulade. Et donc pendant, on va dire, un quart d'heure de l'interview, Miyazaki parle et explique ce qu'il va faire. Pendant la demi-heure qui reste, il refait le dessin. Et à la fin, il a toujours pas fini, il est toujours pas d'accord sur un dessin. Je sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire quand même. Il a créé le mouvement, et il passe une heure sur le premier dessin qui va initier le mouvement. C'est absolument remarquable.
Vraiment, c'est là encore une fois où on voit à quel point c'est quand même un travail de maître, un travail hyper léché, hyper précis. Et c'est là où on voit le génie dans toute sa splendeur. Donc vraiment, Mononoke Hime à mettre entre toutes les mains, sauf peut-être celle des petits enfants. Nous voici en 2004 et tous les petits Français découvrent sous leurs yeux ébahis le magnifique, très 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 magnifique film d'animation Le Voyage de Chihiro. Je pense, d'un avis personnel, que c'est de loin le plus déjanté de tous les films de Miyazaki. C'est de loin celui où il a le plus lâché prise. Il n'y a pas de propos écologistes, il n'y a pas de propos sur la guerre, il n'y a pas de désir de voler. Vraiment, c'est le moins Miyazaki de tous les Miyazaki, et pourtant il est super bon. Et c'est celui qui a reçu le plus de ventes et le plus d'entrées au cinéma en France. D'un côté, ça ne m'étonne pas, parce que comme je viens de vous le dire, c'est le moins Miyazaki de tous. Donc forcément, c'est le plus abordable. En plus, en France, il a été vendu comme un film pour enfants, ce qui, pour ma part, pour le coup, ça peut être un film pour enfants. Bien entendu, Miyazaki ne fait jamais des films uniquement pour enfants. Ou du moins, quand il fait des films pour enfants, il fait des films pour enfants intelligents. On ne prend pas les enfants pour des idiots. Parce qu'on est dans une société où on prend les enfants pour des idiots, on leur tient la main pendant super longtemps, et quand on prend quelqu'un pour un idiot, ben on en fait un idiot. Du coup, voir des films comme ça, ça a pas mal secoué. Et ben, ça a été le début des premiers adultes à dire oui, mais moi aussi j'ai aimé. Moi, ouais, j'étais pas bien grande quand il est sorti, je devais avoir 12 ans. Un truc comme ça, 12, 13, je sais plus. Et je l'ai vraiment aimé. Vraiment, c'était... Ça m'en a mis plein la vue. Après, il m'a fait aussi un petit peu peur. Mais toujours, je sais pas comment dire, dans les films de Miyazaki, il y a ce plaisir lié au mal-être. C'est extrêmement sadomaso ce que je viens de dire, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais on est dans un univers absolument magnifique, on se sent bien, on le découvre, c'est merveilleux, mais au milieu, il y a toujours quelque chose d'un peu sale, dérangeant. Et là, en l'occurrence, que ses parents se transforment en cochons. Là encore, les cochons, pourquoi se transforment-ils en cochons? Parce qu'ils ont perdu leur humanité. Donc voilà, ils sont devenus des porcs, hein, c'est la vie. En l'occurrence, ils mangeaient tellement qu'ils se sont transformés en porcs. J'ai toujours trouvé ça hyper ironique. Bah bon, ça c'est un autre débat. Et Chihiro se retrouve toute seule dans cette espèce d'endroit bizarre. Oh, je ne sais même pas comment le décrire. Et là encore, c'est un film sur l'accomplissement de soi. Sur l'accomplissement de la vie d'une petite fille. Parce que elle devient grande du jour au lendemain, la pauvre petite. Parce que pour survivre dans ce monde-là, il faut travailler. Et pour travailler, faut se remonter les manches. Et il faut se mettre au boulot, littéralement. Elle va aller travailler dans une espèce de bain public. Tenue par la Baba... Comment elle s'appelle déjà? Baba quelque chose. Yubaba. Yubaba. Une espèce de sorcière démoniaque avec un nez et une pustule absolument affreuse. Et pourtant, ça fait partie des méchants que j'aime bien. Donc ouais, il y a certains méchants que j'aime bien et Yubaba, vraiment, c'est pas une vraie méchante quoi. Quoi dire de plus sur le voyage de Chihiro sans trop raconter? Je ne sais pas, comme ça c'est une petite anecdote. Je ne sais pas si vous savez pourquoi le dragon s'appelle Haku. En fait, Haku en japonais ça veut dire blanc. Comment on veut dire? Il y a Shiroi pour tout ce qui est objet blanc. Haku c'est pour les personnes. Hakujin c'est une personne blanche. Pareil, Kuroi c'est noir, on ne dit pas Kuroijin, on ne dit pas une personne noire, il y a un autre terme. Donc là en l'occurrence l'autre terme pour blanc c'est Haku. Donc c'est pour ça que le dragon est blanc. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça, sympa, mais c'est un moyen de retenir un mot japonais en plus. Voilà, c'est plein de choses très loufoques. Vraiment plein de choses très loufoques. Moi la scène qui me fait vraiment rêver, c'est la scène où elle prend le train et où petit à petit la mer recouvre les voies, les rails. Enfin, c'est vraiment beau. Oh, autre chose en parlant, je viens d'y penser d'un coup. Si vous avez des hypothèses sur le sans-visage, donc le monsieur qui est caché ici, le voyez-vous? Avec le reflet c'est pas sûr. Je mettrai une photo sans doute. Le sans-visage, je n'ai jamais compris à quoi il servait, je n'ai jamais compris qui il était. Moi il me faisait peur, je le voyais comme un mauvais présage, comme une espèce de shinigami qui rôdait autour de la petite. Je sais pas. J'ai jamais compris qui c'était et Miyazaki n'a jamais voulu en
parler plus que ça. Je n'ai pas la prétention d'avoir vu toutes ces interviews ni d'avoir lu tous ces articles, mais il a jamais vraiment voulu en parler, donc je sais pas. Moi je n'arrive pas à l'interpréter, cette espèce de sans-visage. Il est gentil, mais en même temps il est méchant, parce que merde, il mange la petite grenouille quoi. Bon, c'était une connasse, mais il la mange. Ouais, j'arrive pas à prendre parti sur ce personnage-là, alors si vous avez des idées, des hypothèses, je suis preneuse, parce que pour le coup, il me laisse vachement perplexe.